Je pense que l'obscurantisme, c'est soit le fait de dissimuler une partie des faits ou de créer des faits pour établir de nouvelles connaissances, ou alors le fait de faire passer pour des connaissances scientifiques des choses qui ne sont pas tirées de faits, mais qui sont plus le fait de croyances ou d'idéologies. Aujourd'hui, elle est notamment en danger à cause de toutes ces pratiques qu'on a pu qualifier d'obscurantisme juste avant. Donc le fait voilà, soit d'attaquer la science du fait d'une vision du monde différente, donc ça peut être la religion, la politique, enfin c'est pas l'apanage de quelqu'un particulier, c'est beaucoup de démarches même au quotidien. Et ça représente un vrai danger dans le sens où on décrédibilise le travail des scientifiques et on fait passer pour de la science qui n'en est pas. Et après, il y a aussi tout ce qu'il y a autour finalement, comment est-ce qu'on choisit de financer un sujet de recherche plutôt qu'un autre, parce que finalement le fait de vouloir toujours faire des recherches sur des sujets sur lesquels on est déjà confirmé, une sorte de biais de confirmation finalement, c'est aussi une façon de restreindre l'étendue de nos connaissances et de ne pousser qu'un certain domaine. Donc voilà, le fait de choisir en fait et d'orienter très fortement certains domaines de recherche et de ne pas laisser la liberté aux chercheurs de le faire, c'est une façon aussi de faire de l'obscurantisme. Et c'était une des menaces aussi qui peut peser sur la science en ce qui concerne son financement et son organisation. Je pense que tout le monde a en mémoire le fameux tweet où il a envoyé que le réchauffement climatique était un complot des Chinois pour réduire la croissance des pays occidentaux. Donc déjà, cette faculté à déformer les consensus scientifiques est un vrai problème. Et ensuite, tout ce qui a, enfin, toutes les décisions qui ont été prises suite à son élection concernant les agences de recherche scientifique, donc le fait à la fois de restreindre les programmes sur justement des sujets qui ne lui plaisaient pas ou qui lui semblaient prioritaires comme la santé, l'environnement, et aussi la volonté de restreindre les agences scientifiques dans leur démarche de communication scientifique, ce qui a amené de nombreuses agences à créer des bases données avec des données protégées et aussi à créer des comptes alternatifs sur les réseaux sociaux pour continuer à communiquer et garder ce lien, est une vraie menace pour la science parce que sans communauté, il n'y a pas de science en fait. La science, c'est aussi finalement une accumulation de réflexion et de savoir depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Et donc si jamais aujourd'hui on décide de couper ça dans un pays aussi prolifique et avancé que les États-Unis, ça peut être aussi une grosse perte pour l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation aussi critique qu'aux États-Unis, mais pour prendre le cas très concret de la France, il y a certaines déclarations de nos politiques qui peuvent nous laisser penser qu'il y a certaines remises en question de la science. Par exemple, Nicolas Sarkozy a déclaré juste avant la COP 21 que l'homme était trop prétentieux pour prétendre se croire être la seule conséquence du changement climatique. On entend aussi même son de cloche en Russie avec Poutine tout récemment. Et un autre fait, ça peut être par exemple après les attentats, le fait de la fameuse culture de l'excuse des sciences sociales qui, en cherchant à comprendre, chercherait à excuser. Ces deux exemples sont des cas concrets d'attaques envers la démarche scientifique. Après, rien n'empêche les gens d'avoir un avis différent de la science, mais encore une fois, la science est là pour essayer de nous aider à apporter des connaissances sur le monde qui nous entoure. Mais le fait de vouloir biaiser ce phénomène ou de vouloir changer cela, c'est une façon de porter attaque à la science. On peut remarquer que dans la plupart des programmes, il y a quand même un paragraphe dédié à l'enseignement supérieur à la recherche. Je pense que ce qui est le plus à craindre, c'est la volonté d'une part de réduire les effectifs de chercheurs et en général de fonctionnaires, car c'est ça qui fait tourner finalement la science dans nos laboratoires. La plupart des travaux qui sont développés en France dans la science viennent quand même des laboratoires publics. Il y a aussi la volonté d'axer la recherche uniquement sur des recherches appliquées et pratiques, on voit souvent dans les programmes les grands enjeux comme le stockage de l'énergie, les énergies renouvelables, les nouveaux modes de mobilité. Donc en effet, c'est toujours intéressant de garder à l'esprit que la recherche se doit d'avoir un lien avec le reste de la société, mais le fait de mettre ça uniquement en avant, de mettre les projets en compétition, comme c'est le cas actuellement avec l'Agence nationale de la recherche, ça amène une certaine concentration des projets sur certaines thématiques très précises, et ça nous empêche de travailler sur des sujets plus amont et plus fondamentaux. La recherche fondamentale reste nécessaire car c'est grâce à la recherche fondamentale de ce qui a été fait au début du XXe siècle qu'aujourd'hui on a des choses qui émergent en nouvelles technologies. Donc si aujourd'hui on décide de mettre uniquement des moyens sur la recherche appliquée et de dire la recherche fondamentale ce n'est plus le problème de la France,
bah, dans un futur assez court terme, donc d'ici 50-100 ans, on sera bloqué et on sera complètement dépendant des puissances qui auront décidé de maintenir un effort là-dessus. Ce qu'on peut voir par exemple, c'est la physique quantique, quelque chose qui paraît toujours très abstrait et qui continue à faire beaucoup peur. C'est quelque chose qui a été développé fin du 19e, début du 20e, et grâce à ça aujourd'hui on a des cellules solaires, parce qu'on a toute la théorie des semi-conducteurs, on a les transistors, donc les composants électroniques qui nous permettent de faire des ordinateurs, des smartphones. Donc si la physique quantique, on avait entre guillemets choisi de ne pas la développer et qu'on avait dit non mais seulement nos efforts sur la recherche appliquée, aujourd'hui on n'a rien de tout ça et je pense qu'on serait bien embêté. Alors la marche pour les sciences, c'est parti des États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Et l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas tolérer justement ces remises en cause à l'échelle d'un État de la science. Et donc plusieurs scientifiques américains ont appelé à manifester le 22 avril. Donc 22 avril en France, ça tombe la veille du premier tour, mais partout dans le monde, c'est le jour de la Terre en fait. Donc un jour qui est censé être dédié à l'environnement et à l'importance qu'on a de prendre soin d'elle. Et donc c'est une façon en fait de dire que la recherche est intimement liée à notre vie sur la Terre, et grâce à la recherche, on peut aujourd'hui avoir un confort de vie bien meilleur que ce qu'il a pu être auparavant. Et donc c'est pour ça que les scientifiques ont appelé à manifester ce jour-là pour défendre l'indépendance de la recherche et la lutte contre l'obscurantisme. Donc ce mouvement a ensuite résonné grâce à la magie de Twitter et des réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a plus de 500 villes dans le monde où la marche aura lieu le 22 avril, et notamment à Nantes, où donc nous à l'origine on est soit doctorant, soit travaillant dans les labos, soit ayant fait ça à un moment donné. Mais tout le monde est bienvenu, scientifique ou non scientifique, puisque c'est vraiment une question citoyenne. Et donc chacun peut venir pour montrer son attachement à ces grandes notions que sont l'indépendance de la science et la lutte contre l'obscurantisme. Et du coup, à Nantes, ce sera à 14 h, place du Bouffay, le rendez-vous. Et donc tout le monde est bienvenu avec sa pancarte et son sourire pour venir passer le mot. C'est le Labo des Savoirs.